Le webinaire d'aujourd'hui va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, ce sera un quiz pour tester vos connaissances et avec des apports théoriques de nos différents intervenants. Et la deuxième partie, plus ouverte avec toutes les questions qui pourront être posées pour aller plus loin sur la présentation et sur les interrogations que vous pouvez avoir en matière de dématérialisation et surtout dans le cadre de la fameuse réforme de la facturation électronique. Donc là, on attend encore quelques participants. On est déjà à 75. Donc dites-moi si sur la conversation, si vous pouvez m'écrire si le son fonctionne bien. Euh, et je vous invite donc si les présentateurs peuvent aussi faire un petit test de son en attendant. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci. Robert, est-ce que tu peux tester Oui, bah le son? écoute, j'ai l'impression que ça marche. Merci. Ça marchait il y a 5 minutes, donc ça doit marcher, j'espère en tout cas. Ah, ça nous fait patienter en attendant les connexions. On est donc à 83 personnes. Je guette notre quatrième intervenant qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Du coup, Soraya, si jamais tu le vois, je compte sur toi pour le désigner comme présentateur. Donc, merci à tous. On va pouvoir commencer. Comme je le disais tout à l'heure, les micros et les caméras sont désactivés par défaut. C'est pour vous permettre d'avoir un enregistrement et de regarder les réunions à la suite si vous n'êtes pas disponible, si vous avez des imprévus. Donc c'est pour ça qu'on désactive tout le monde, sauf les présentateurs. Moi-même, je vais même désactiver ma caméra dans quelques instants pour laisser la place à nos présentateurs. Et il y aura un replay qui sera proposé. Donc, vos questions, vous pouvez les poser sur la partie discussion qui s'appelle Conversation sur Teams, juste à côté de l'onglet Participants. Donc, n'ayez pas peur de poser toutes vos questions. Nous n'y répondrons peut-être pas aujourd'hui en direct, mais en tout cas, comme vous vous êtes inscrit via vos CCI, elles seront transférées à vos conseillers si c'est des questions personnelles et on essaiera de balayer l'ensemble des interrogations sans faire trop de cas particuliers. Et sans plus attendre, on va accueillir notre nouvel intervenant. Donc Soraya s'occupe de le rajouter. Donc je serai avec Soraya en train de guetter l'onglet conversation et je vais laisser la place à nos présentateurs. Donc tout ce webinaire est enregistré. Je dois vous préciser que ce webinaire fait partie d'une série de webinaires ateliers numériques en ligne dans le cadre du programme CAP numérique qui est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté, donc avec l'ensemble des CCI de Bourgogne-Franche-Comté qui participent, avec le programme conseiller numérique qui nous permet d'avoir Soraya à nos côtés et une initiative aussi de la CCI du territoire de Belfort qui nous permet de faire un partenariat avec la direction départementale des finances publiques du territoire de Belfort, qui va nous rejoindre dans un instant pour intervenir sur la réforme de la facturation et, et donc nous présenter le calendrier de mise en place de cette réforme. Merci à lui qui va nous rejoindre. Pour toutes les personnes qui ne sont pas enregistrées auprès de la Chambre de commerce et d'industrie 90, vous avez nos équivalents, bien sûr, dans vos CCI et c'est une action régionale, donc vous pouvez vous rapprocher de vos conseillers régionaux. Et maintenant, je vais désactiver ma caméra et laisser la place à chacun. Donc, ce sera d'abord Robert Guillon qui va se présenter. Je te laisse la parole. Merci Amélie.
Donc, je suis Robert Guillon, je suis le responsable du pôle juridique achat public de la Chambre régionale de commerce. Et par ailleurs, je travaille dans le cadre d'une structure qui est cofinancée par l'Union européenne et qui est destinée en fait à favoriser le déploiement des entreprises dans le marché unique européen. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la, comment dirais-je, à la facturation électronique, vue sous un angle, j'allais dire, un peu plus large que simplement l'angle territoire français. Il se trouve que l'année dernière a été adoptée par le Conseil de l'Union européenne, en fait, la directive VIDA, qui veut dire la TVA dans un âge digital. Cette directive a pour objectif de mettre en œuvre le système définitif et harmonisé de TVA. Et à l'intérieur de ce dispositif, donc, il est largement fait la place à tout ce qui concerne le recours au numérique. Un peu plus tôt, par rapport à l'adoption de cette directive, en fait, dès 2017, la Commission européenne avait fait passer une recommandation aux États membres en leur conseillant d'anticiper en quelque sorte sur l'adoption de cette directive et de commencer à mettre en œuvre tout simplement en fait, un système de facturation électronique de manière à pouvoir être prêt le moment venu. Donc c'est ce qui a été le cas en France. Et l'intérêt étant que à partir de l'année 2028, mais surtout 2030, tous les États membres de l'Union européenne devront avoir mis en place un système de facturation électronique, avec une phase de mise en conformité, enfin, plutôt de, comment dirais-je, mise en conformité? Oui, de mise en conformité, j'allais dire, aux paramètres techniques entre 2030 et 2035. L'idée, c'est quoi? C'est que l'ensemble du marché unique européen soit connecté de manière à pouvoir avoir un seul système de facturation électronique. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que nous avons donc finalement une opération en deux temps. Dans un premier temps, on a certains États membres comme la France, l'Italie, etc., la Belgique aussi, qui ont mis en place un système de niveau national qui va être rodé pendant quelques années. Et au plus tard, en 2035, en fait, ce système-là sera totalement interconnecté et transversal de manière à pouvoir traiter l'ensemble des échanges aussi bien au plan national qu'au plan intracommunautaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, moi, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, eh bien, tout simplement, pour le moment, la facturation électronique ne concerne que la facturation sur le territoire français et il n'y a pas, encore une fois, pour le moment, comment dirais-je, ça ne concerne pas les activités internationales. Voilà, à ce stade, je vois, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Je vais laisser les autres intervenants donc Merci Robert. développer leurs propos. Merci. Du coup, je passe la main à Marie, qui est consultante en CRM. Bonjour à tous. En effet, moi je m'appelle Marie Orlandi, donc je suis consultante en CRM. CRM, j'entends par là l'outil de gestion relation client, là où on va pouvoir gérer tous ces fiches clients et centraliser toute la donnée liée aux clients. Donc j'accompagne des entreprises des entreprises dont la mise en place d'outils, on va dire, liés à la gestion relation client. Le but, c'est qu'avec ces outils, ils puissent piloter et gérer leur activité. Donc, j'accompagne des clients qui ont besoin de logiciels pour gérer et piloter leur base de données et leur entreprise de manière générale. Ces clients-là, le sujet de la facturation pour eux est un enjeu. Et dans ce cadre-là, on va pouvoir les accompagner pour que la facturation électronique soit aussi un levier pour faire performer leur société à l'aide d'outils CRM. Voilà, entre autres mes champs d'intervention. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à notre deuxième expert technique, Emmanuel. Merci. Bonjour. Donc, je suis Emmanuel Esteves. Je suis directeur R&D donc chez Eureka Solutions. Donc, on est une éditeur en fait d'un logiciel ou de plusieurs logiciels de gestion qu'on appelle après un ERP. Donc, moi, je vais plutôt vous parler de la partie technique, hein, donc dire comment est-ce qu'on se connecte en fait aux différentes plateformes hein, pour pouvoir échanger les documents.
et voir un petit peu toutes les règles hein, qu'il va falloir adopter pour pouvoir échanger ces documents et techniquement comment ça va se dérouler. Merci beaucoup. Et pour finir, je passe la parole à Mounir Jaoudi qui nous a rejoint et qui est notre partenaire local dans le Bonjour, vous m'entendez? 90. Oui, très bien. Oui, bonjour à tous. Mounir Jaoudi, je représente la direction des finances publiques du territoire de Belfort. Donc la DGFiP, donc la direction générale, elle a eu on va dire la portée, c'est cette administration qui porte la réforme de facturation électronique au niveau de la France, pour pouvoir, en tout cas pour les questions juridiques et réglementaires. Ce que je peux vous présenter par rapport à aujourd'hui, c'est plutôt le calendrier de mise en œuvre de cette réforme qui va arriver très vite en 2026. Et ensuite, je suis là pour vous répondre pour répondre à toutes les questions des participants. Et notamment, je rejoins M. Guillon par rapport à la directive VIDA hein, qui va être mise en place en 2030. Je pourrais un petit peu détailler, mais plutôt au niveau national, au niveau de la France, parce que ce que vous avez dit à la fin, M. Guillaume, il y a quand même, dans le cadre de la facturation électronique, il y a quand même des opérations internationales qui seront concernées hein, cette réforme-là qui va être mise en œuvre en 2026. Voilà. J'apporterai quelques précisions s'il le faut. Mais en tout cas, voilà, comme l'a dit Madame Morel, on aura aussi encore des actions à mettre en œuvre de communication en collaboration avec la CCI. On les présentera, je pense, à la fin de la réunion, il me semble. Oui, merci beaucoup. Oui. Voilà. Mais voilà, je suis à votre disposition pour toutes les questions réglementaires, juridiques par rapport à la réforme. Je peux y répondre. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir contactés aussi pour ce partenariat local. Et c'est bien pour les entreprises du 90 de savoir qu'elles ont un interlocuteur physique Oui. et qu'elles Alors, ce que peuvent. je n'ai pas dit, on a une référente locale départementale hein, qui n'est pas disponible ce matin, malheureusement. Elle s'en excuse, mais elle sera présente au mois d'avril. Voilà, on a quand même des canaux de communication. On peut répondre à des questions, à toutes les questions des entreprises, quelle que soit la question, qu'elle soit juridique, technique. On fait remonter, on a une direction du projet à Bercy qui s'occupe en fait qui pilote la réforme hein, et qui s'occupe voilà, de la mise en œuvre dans des très bonnes conditions pour l'année 2026. Donc, je vous donnerai un numéro de téléphone qu'on a ouvert depuis la semaine dernière, hein, qui est opérationnel, que les entreprises peuvent contacter, et aussi depuis leur messagerie sécurisée sur leur portail fiscal, ils peuvent aussi, on a mis en place, on va dire, des questions dirigées. Voilà, je détaillerai un petit peu plus les moyens de communication, en tout cas ce qu'on a mis en place pour pouvoir accompagner les entreprises dans cette réforme. Merci beaucoup. Et tout de suite, je vais passer la parole à Robert pour parler du rôle des CCI dans cette réforme et du déploiement du coup du système des référents facturation électronique au sein du réseau des CCI. Et ensuite, on repassera la parole à Monsieur Jaoudi pour le calendrier de mise en œuvre. Un petit rappel. Bah, écoute, ça va être assez rapide, hein. Les CCI, dans le cadre d'une action nationale, les CCI en fait ont mis en place un contact. Tu avais tout à l'heure, il y a un instant, là, me semble-t-il, tu avais Oui, j'avais donné. diffusé Oui, le tableau, hein. oui. Voilà. Donc, dans chaque chambre de commerce, il y a un correspondant. Ce correspondant a quand même essentiellement pour objectif justement de gérer l'organisation de séminaires comme celui d'aujourd'hui, destinés à sensibiliser les entreprises. Par ailleurs, pour les questions techniques et les questions juridiques, moi je suis spécialisé dans les domaines fiscaux et notamment en matière de TVA, puisque comment dire, je suis expert auprès de la Commission européenne dans le cadre comment dirais-je, d'un comité qui s'appelle le VAT Expert Group. Donc, c'est une structure qui est gérée par la direction TVA et Union douanière de la Commission européenne, et nous travaillons bien évidemment sur toutes ces questions
Donc moi, je traite spécifiquement les questions qui peuvent éventuellement poser problème comment dirais-je, de lien avec la TVA. Et on va voir justement, mais ça, je laisserai Monsieur Jaoudi nous préciser tout ça, voir effectivement que donc il y a la TVA est au centre de cette réforme et qu'un certain nombre de dispositifs vont être mis en place. Enfin, je ne vais pas trop déflorer le sujet, mais sachons simplement que l'objectif aussi est de permettre de simplifier en quelque sorte la remontée d'informations, que ce soit au niveau de l'administration française et aussi au niveau de la, comment dirais-je, des échanges intracommunautaires, mais ça viendra dans un second temps. Et donc, je serai moi là pour, au niveau régional, justement, pour accompagner les entreprises qui pourraient rencontrer des difficultés dans ce domaine-là. Mais je pense que vu le nombre de personnes qui s'impliquent dans la mise en place de cette réforme, je pense que ça devrait, si vous me permettez l'expression, baigner dans l'huile. C'est très rassurant en tout cas, merci pour ce discours. Et je passe la parole à Monsieur Jaoudi pour le calendrier. Oui, merci. Alors, pour le calendrier, en fait, la première date à retenir, c'est le 1er septembre 2026. La réforme va être mise en œuvre à partir de cette date-là. Et elle va concerner l'ensemble des entreprises soumises à la TVA. Donc, soumises à la TVA, on parle bien on va dire fiscalement, on a un petit jargon qu'on appelle les assujettis à la TVA. Donc, on comprend par rapport à ce terme-là, c'est toutes les entreprises qui sont à la TVA, quel que soit leur régime d'imposition. Donc, également celles qui sont en franchise en base, donc souvent les micros, les professions également libérales, les indépendants. Voilà, donc tout le monde est concerné par cette réforme du moment où vous êtes soumis à la TVA. Donc, pour le 1er septembre 2026, toutes les entreprises vont avoir l'obligation de recevoir les factures électroniques et aussi un déploiement progressif, donc en 2 temps, selon la taille de l'entreprise. Donc, pour le 1er septembre 2026, pour l'émission des factures, cela concernera les grandes entreprises, mais aussi les entreprises de taille intermédiaire. Et dans un deuxième temps, au 1er septembre 2027, on aura les TPE-PME qui seront concernés par cette obligation d'émission. Donc, pour résumer, ça va se passer en 2 temps. 1er septembre 2026, pour la réception, c'est l'ensemble des entreprises soumises à la TVA. Et pour la réception et pour l'émission, donc ça sera en 2 temps. Le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI et 1er septembre 2027 pour les PME, TPE. Voilà pour le calendrier. Ce que je peux vous présenter rapidement pour rejoindre M. Guillon dans ses explications, quelles sont les entités concernées. Je vais peut-être partager une petite slide qu'on communique dessus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de la partager. Oui, bien sûr. Oui. Allez-y, c'est juste, je vais vous donner la main. Oui, merci. Et Soraya a partagé en parallèle la vidéo officielle avec D'accord. concernant la réforme de la facturation électronique, ainsi Ok. que la plateforme sur laquelle les entreprises peuvent aller faire une simulation en remplissant la taille de leur entreprise et avec une fiche pratique à la. Est-ce que vous voyez la diapositive du coup pour Oui. les entités concernées? Merci. On a la réforme concerne l'ensemble des entités, comme je le disais, soumises à la TVA. On a donc quel que soit le chiffre d'affaires, quelle que soit la taille et leur forme juridique. Hein. Donc ça c'est important, y compris celles qui bénéficient du remboursement forfaitaire agricole, qui sont aussi à la franchise en base de TVA, y compris les professions libérales, les indépendants et les micros. Et aussi les entreprises étrangères, dès lors que leur opération est soumise à la TVA française. Donc ça aussi, c'est important à le retenir. Mais également, ce qu'on n'évoque pas beaucoup aussi, c'est les entités publiques, hein, lorsqu'elles sont assujetties à la TVA également. On a quand même beaucoup de collectivités qui effectuent des opérations soumises à la TVA. Voilà. Donc ça aussi, il faudrait aussi le garder en tête. Est-ce qu'il y a des questions pour le calendrier déjà, pour des précisions ou pas, Madame Aurel? Oui, il y a une petite question sur les entreprises non soumises à la TVA, comme une micro-entreprise par exemple. On nous demande si elles ne sont pas concernées par cette réforme.
Après, tout dépend de l'activité. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on entend par non soumise? Parce qu'on peut être non soumis, mais être franchisé en base. Donc, il faudrait quand même vérifier ce point. C'est ce La nature que... de l'activité, voilà. Ça, c'est Donc, important. avant de répondre à ça, il faudrait que la personne aille sur le petit simulateur que Soraya partage. Oui, Et comme ça, pour du cas par cas, vous avez une précision qui est, vous remplissez le simulateur avec votre situation individuelle et là, vous avez une réponse plus précise. Et on nous demande si les professions libérales médicales sont concernées. non, du moment où elles ne sont pas soumises à la TVA, normalement, les professions libérales médicales ne sont pas concernées par la réforme. En fait, comme Merci. l'a dit Monsieur Guillaume, en fait, c'est le point de repère, c'est la TVA. Donc, soit vous êtes assujetti à la TVA, donc vos opérations, votre activité est soumise à la TVA, quel que soit son régime d'imposition, hein, donc, que vous soyez en franchise en base. Donc, c'est là qu'on n'applique pas la TVA, mais on est quand même franchisé jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Vous êtes concerné par la réforme. Si vos activités ne sont pas soumises à la TVA, comme notamment les activités médicales, là, vous êtes hors champ d'application de la réforme. Merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, Et maintenant, je Amélie, je peux compléter vos propos. Effectivement, la DGFiP a mis en place un outil d'auto-diagnostic en 4 questions. Donc, c'est sur la première page du site impôt.gouv. Hein, vous retrouvez, en fait, vous pouvez faire le test et l'outil va vous dire si vous êtes oui ou non concerné par la réforme. Donc, c'est assez rapide à faire. Et voilà, en 4 clics, vous pouvez savoir si vous êtes dans le champ d'application de la réforme, effectivement. et Amélie, si tu le permets, je vais juste ajouter oui, un élément pour compléter les propos de Monsieur Jaoudi. Je parle sous votre contrôle d'ailleurs. Simplement, une question qui nous est souvent posée, ça concerne justement les auto-entrepreneurs. Alors, les auto-entrepreneurs sont concernés. Pourquoi? Parce que les auto-entrepreneurs, en fait, ce sont des assujettis, mais qui sont soumis à un régime dérogatoire. Tout simplement parce qu'en fait, un auto-entrepreneur, à partir du moment où il va dépasser en fait le seuil de, comment dirais-je, je veux dire de non-assujettissement, mais le terme n'est pas bien choisi. Enfin, peu importe. De toute façon, il devient automatiquement redevable de la TVA. Donc, oui, comment dirais-je, les auto-entrepreneurs, les franchisés en base, de toute façon, là-dessus, la réponse est claire. Ils sont soumis effectivement à la réforme. Tout à fait, tout à fait. Mm. mais merci. Et du coup, je vous propose de faire un récapitulatif un petit peu de tout ce qu'on a pu entendre à travers un quiz. Donc, ça va être assez rapide. Il y aura 3 questions présentées par Robert et ou 2 questions présentées par Robert et il y a 8 questions en tout avec nos intervenants en alternance, chacun avec un petit commentaire et ensuite, on prendra le temps de répondre, à l'ensemble des questions et bien sûr la conclusion aussi, heu, pour récapituler la situation avec, monsieur Jaoudi. Donc je vous invite à répondre à ces petites, questions. Donc à tous les participants, vous pouvez nous mettre, la réponse sur le côté. Alors qu'est-ce que vous pensez? Cette petite question 1, pourquoi cette réforme? Donc c'est Robert qui va répondre à ça, qui va développer la réponse. Bien sûr, on a grossi le trait, sur, les questions, ça ne sera pas trop dur. Donc là, on a beaucoup de réponses, D, en majorité et quelques réponses A. Donc je vous dévoile sans beaucoup de suspense, Robert, si tu veux commenter. Oui, bah écoute, de toute façon, oui, effectivement, ça démontre quand même que nos auditeurs ont quand même déjà une première information sur les principes de la réforme. Effectivement, la réforme, le point principal de la réforme, c'est limiter les litiges et les fraudes de TVA. On sait qu'au niveau du marché unique européen, la fraude à la TVA représente entre 100 et 120 milliards, pardon, d'euros par an. Donc vous voyez que c'est énorme. Et comment dirais-je, l'une des raisons qui est mise en avant justement par rapport à cette fraude, c'est ce qu'on appelle la rupture de charge fiscale, c'est-à-dire en fait la problématique d'avoir à faire cohabiter des États qui sont autonomes ou qui sont, j'allais dire entre guillemets, étanches d'un point de vue fiscal. Donc,
le commerce intracommunautaire, en fait, génère des faiblesses qui peuvent permettre d'encourager la fraude fiscale. Je citerai simplement pour mémoire ce qu'on appelle la fraude en carrousel, qui est directement liée justement en fait au commerce intracommunautaire. Donc oui, le premier objectif, effectivement, c'est de limiter au maximum la fraude à la TVA. Et c'est d'ailleurs aussi l'objectif, j'allais dire plus largement, l'objectif de la directive VIDA, donc qui entrera en vigueur à partir de 2030. Donc ça, c'est le deuxième, c'est le petit B en quelque sorte, hein, où effectivement l'objectif, c'est que à partir de 2030, la France soit intégrée dans le concert européen en matière de, comment dirais-je, en matière de facturation électronique pour les 27 États membres de l'Union européenne. Alors, est-ce que vous voyez bien tous la question 2? Donc là, c'était la question à laquelle on vient d'essayer de synthétiser qui est concerné. Est-ce que c'est uniquement les entreprises B2B, les entreprises de plus de 50 salariés, les entreprises qui collectent la TVA ou toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises et certaines associations? Donc là, c'est mitigé dans les réponses. On a beaucoup de C et de D. Donc là, Robert, on a besoin de ton éclairage là-dessus. Nous, on a mis, effectivement, comme tu l'as expliqué juste avant. Alors oui, donc là, effectivement, la réponse, c'est toutes les entreprises, y compris les micro-entreprises et certaines associations. J'ai vu passer une question il y a un instant, justement, relativement à la problématique des franchisés en base, et notamment des auto-entrepreneurs. La Oui. problématique, c'est que l'auto-entrepreneur ou le franchisé en base, il est soumis à la TVA. Il est soumis à la TVA, mais il bénéficie comment dirais-je, d'une dérogation qui fait que tant qu'il ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d'affaires, automatiquement, effectivement, il n'est pas redevable de la TVA. Pour autant, c'est un assujetti. Là, il faut pas oublier ça. Alors, j'avais par contre, et là, j'appellerai peut-être monsieur Jaoudi, peut-être pour des explications. Moi, j'avais peut-être deux petites questions concernant, d'une part, certaines associations, parce qu'effectivement, j'avais cru comprendre que seules les associations qui avaient un but marchand étaient directement concernées. Et puis alors, j'ai une deuxième question, ça concerne les SCI. Vous savez qu'il y a en gros deux catégories de sociétés civiles immobilières, celles qui ont, pareil aussi, un objectif marchand, et puis celles qui sont dites familiales. Et j'avais cru comprendre, mais là par contre, je ne suis pas sûr de mon fait, j'avais cru comprendre que seules les sociétés civiles immobilières qui avaient un objectif, j'allais dire marchand, hein, c'est-à-dire gestion, commercialisation de biens immobiliers, étaient soumises à comment dirais-je, à la réforme. Oui, effectivement. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, il faut garder en repère, c'est l'assujettissement à la TVA. Donc, effectivement, il y a deux formes de SCI. La SCI familiale pour la gestion d'un bien familial, hein. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'une activité commerciale, hein. Donc, il faut aussi raisonner par rapport à l'activité commerciale. Donc là, quand il n'y a pas de TVA, on va dire la société n'est pas soumise à la TVA, donc elle est hors champ d'application de la réforme. En revanche, pour les associations et notamment les SCI, du moment où on a une activité commerciale, on considère si elle est soumise à la TVA, elle est dans le champ d'application de la réforme. Donc ça, c'est le point de repère, c'est vraiment la TVA. Il faut toujours raisonner par rapport à la TVA, par rapport à votre activité, par rapport à l'assujettissement. Si vous êtes assujetti à la TVA, quel que soit le régime d'imposition, vous êtes exonéré, on va dire, franchisé en base parce que vous ne dépassez pas un certain seuil de chiffre d'affaires, vous êtes quand même dans le cadre dans le champ d'application de la réforme. Ouais, ça, c'est important de le savoir. Parfait, merci. Merci. Ne vous inquiétez pas sur la conversation, il y a de multiples questions et on va prendre le temps d'y revenir par la suite. On va faire un petit point sur les questions techniques maintenant et je vais passer la parole à nos deux experts techniques. Donc pour commencer, une idée reçue, est-ce vrai ou faux que c'est la fin des factures en PDF? Est-ce que c'est terminé, les PDF? Parce que je pense que vous avez beaucoup entendu ça. Donc la réponse sera développée par Marie Orlandi. Et ben, je pense qu'on fait le 50-50 entre
Une personne sur deux dit vrai ou faux. Donc, je te passe la main pour répondre, Marie. Vrai et faux, je vous explique. Faux dans le sens où le format PDF, il pourra toujours exister pour n'importe quel autre type de support. Mais le PDF simple pour transmettre une facture, donc non structurée, qui est envoyée par mail ou imprimée, ça sera plus reconnu comme une facture valide dans les échanges entre les entreprises qui sont soumises à la TVA. Donc à partir de l'entrée en vigueur de la réforme, les factures, elles devront être émises dans des formats électroniques, structurés et dématérialisés. Il me semble que Emmanuel détaillera davantage le format de ces factures-là, mais en l'occurrence, voilà, ça peut plus être les PDF qu'on avait avant. Et je pense qu'il y a des solutions qui nous permettent si on utilise beaucoup de PDF, de les importer dans des solutions qui les transforment au bon format. Justement, je voulais pas empiéter sur la Ah, question pardon. la Ok. question d'Emmanuel, donc je le laisserai expliquer davantage les formats Merci beaucoup. qui sont nécessaires. Et bah, du coup, c'est une bonne transition. Je passe à la question suivante. On revient sur cette question. Qu'est-ce que vraiment la dématérialisation des factures? Est-ce que c'est A, scanner des factures papier pour les envoyer par email? On a un peu divulgaché la réponse. Envoyer des factures en PDF sans règle particulière. Échanger des factures électroniques selon un cadre légal précis. Ou supprimer les factures papier sans alternative. Donc là, normalement, on devrait avoir un sans faute. On a une personne qui nous a répondu D, mais l'ensemble nous répond la réponse C. Je te laisse la main. Donc c'est bien la réponse C, hein. Le but, c'est d'échanger des factures électroniques selon un cadre légal précis. Donc, comme l'a dit Monsieur Jaoudi et puis Monsieur Guillon, donc on va donc, suivant le calendrier, pouvoir envoyer et recevoir en fait des factures sous format électronique, hein. Donc le but, hein, c'est vraiment que ces factures aient une validité fiscale, hein, et qu'elles soient aussi authentiques et traçables. Ça, c'est le but, hein. Donc, ça veut dire qu'au 1er septembre 2026, vous allez devoir recevoir, en fait, pouvoir recevoir en fait cette facture électronique, hein. Donc, comme l'a dit Marie, vous allez pouvoir donc recevoir soit un PDF, hein, puisque vous allez pouvoir recevoir le PDF, mais il sera adjoint avec un petit fichier qui va expliquer un petit peu ce qu'il y aura dans le PDF, hein. Ces formats que l'on va avoir, il y aura trois types de formats, hein, donc l'UBL, le C2I et le FactureX, hein. Donc parmi ces formats, donc, si on parle du FactureX, ça c'est plutôt français et puis allemand, hein, c'est eux qui ont mis en place cette norme. C2I et UBL, c'était des formats en fait qui existaient déjà auparavant. Il faut savoir que c'est des formats en XML qui vont être rajoutés directement dans le PDF. Alors je vais vous en montrer un, comme ça vous voyez un petit peu, hein, comment ça se présente, hein. Merci. Donc là, vous voyez une facture, hein. Donc là, j'ai généré sur notre ERP, hein. Vous allez avoir une facture. Et en fait, lié à cette facture, donc c'est un PDF que vous allez recevoir, vous allez avoir ici une petite pièce jointe, hein. Hop, ici, avec un fichier XML, hein, qui lui, en fait, va contenir les éléments de la facture, mais sous format, on va dire, électronique, hein. Donc ce sera un fichier XML, hein, qui va expliquer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Donc c'est vraiment ce format-là qui va être décrypté par l'outil de la PPF, hein, la plateforme de facturation publique, hein, et qui va être envoyé à ce qu'on appelle, nous, des PA, hein, donc des plateformes agréées. Donc les éditeurs vont envoyer ces factures à des plateformes agréées qui, eux, vont les transmettre en fait à la plateforme publique de facturation. Et dans l'autre sens, pareil, hein. Ils vont récupérer donc les factures et après vous les envoyez. Comme l'a dit Marie, bah, si vous générez déjà du PDF et que vous n'avez pas tous les outils, vous pouvez l'envoyer en fait à un partenaire qui lui va prendre le PDF, hein, et va créer en fait ce format-là, l'adjoindre au PDF et l'envoyer en fait à la plateforme.
Par contre, la seule chose qu'il y a, c'est que sur les PDF, il faut qu'il y ait toutes les informations légales. Et c'est là, en fait, où il y a du travail, des fois par les éditeurs, pour les éditeurs, hein, de mettre toutes les informations légales qui sont liées en fait à la facturation électronique et faire des fois aussi des tables de correspondance, hein, par rapport aux éléments qui se trouvent dans les logiciels de gestion. Eh bien, très bonne transition sur la question suivante. Normalement, tout le monde devrait avoir un sans faute. Avec la facturation électronique, change réellement la réforme sur le contenu des factures? Alors, est-ce que Emmanuel vient de dire que ça changeait rien et qu'il y avait juste les modalités d'envoi qui évoluent? Est-ce qu'il y a certaines mentions qui deviennent facultatives, des données obligatoires qui doivent être transmises dans un format structuré, ou alors est-ce que ça concerne seulement la TVA? Donc, je vois qu'on a presque on a un sans faute. Et du coup, on a un D. Marie, je te laisse commenter la Sans réponse. suspense, ouais, sans suspense. Du coup, en effet, Emmanuel l'a expliqué. Il va falloir ce format particulier permettra de transmettre des données obligatoires dans un format bien structuré. Donc la réforme, elle impose que ces données soient structurées. On devra avoir, alors il y a déjà des mentions obligatoires à faire figurer sur les factures, mais il faudra bien qu'il y ait l'identification de l'émetteur, le client, les sirènes, la TVA, enfin tout un tas d'éléments. Les logiciels de facturation, ceux qui sont agréés, vont permettre de le faire automatiquement pour qu'il y ait ce format par lequel, celui dont Emmanuel parlait, ça puisse être approuvé, on va dire, par l'État. L'intérêt aussi d'avoir structuration des données, c'est à la fois que ça puisse rentrer dans le cadre de la réforme, mais aussi pour l'entreprise, qu'elle puisse fiabiliser et structurer sa donnée pour pouvoir l'exploiter derrière. Du coup, c'est par exemple si j'ai pas des mentions, des choses que je ne connais pas encore sur mes clients, il faut que je les connaisse en amont pour préparer 2026. Il va forcément y avoir des données obligatoires à faire figurer en effet sur les Mm. factures. Le format va diverger par rapport à ce qu'on a l'habitude jusqu'à maintenant. Mais en fait, on va avoir besoin de ces données-là. Généralement, on les a déjà. Mais l'intérêt, c'est de les avoir structurées et de les exploiter à d'autres fins que des fins gérées pour la facturation. Merci beaucoup. Et maintenant, la question 6. À quoi sert la certification de caisse NF 5025? 525, excusez-moi. J'aurais pas dû lire la question. Je vous laisse lire la question. Alors, est-ce que ça sert à garantir que le logiciel de caisse respecte les règles contre la fraude à la TVA, ou à certifier la qualité du matériel informatique utilisé, à autoriser l'envoi de factures par email, ou à remplacer la comptabilité de l'entreprise? Qu'on a un public très informé. Et je te laisse la main, Emmanuel, pour commenter la réponse. Oui, donc c'est bien la réponse A, à garantir que le logiciel de caisse respecte les règles fiscales contre la fraude à la TVA. Alors, c'est pas une loi qui est nouvelle, hein, puisqu'il y avait déjà donc une loi antifraude, hein, qui datait de 2018, hein, où tous les logiciels, ce que j'appelle logiciels de caisse, hein, devaient en fait être l'appliquer, hein. Mais par contre, elle devient obligatoire en même temps que la facturation électronique au 1er septembre 2026. Alors, c'est toujours aussi lié à la TVA, hein, donc c'est pour réduire les fraudes à la TVA, donc surtout pour les commerces de détail, les restaurants, les boutiques, voilà, même le e-commerce, hein. Et donc, par contre, c'est surtout donc du B2C et pas forcément du B2B. Mais comme nous, on est éditeur d'un ERP qui est aussi un logiciel de caisse, donc on connaît très bien cette loi puisqu'on est obligé de l'appliquer. Donc le but, c'est à peu près la même chose que la facturation électronique, hein. C'est l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage aussi.
Ça veut dire que quand vous allez avoir un logiciel de caisse, ben, il va falloir que vous fassiez un archivage ou un arrêté de caisse, si vous préférez, tous les soirs pour qu'on soit sûr que les numéros soient chronés au niveau de la facturation. Donc ça, maintenant, ça va être contrôlé. Il faut savoir que lié à ça, alors on en a parlé un petit peu avant, mais bien sûr, les documents, il faut qu'ils soient aussi dématérialisés. Et il faut que l'on ait aussi donc tout ce qui s'appelle donc l'inaltérabilité, donc l'historisation en fait de toutes les transactions qui ont été faites dans le logiciel de caisse. Alors, juste pour savoir, si au 1er septembre 2026, ben, vous n'avez pas un logiciel certifié NF525, vous risquez en fait d'avoir en fait des amendes. Donc, c'est 7 500 € d'amende par logiciel non certifié. Voilà. Donc, ça vous permet de déjà prévoir, si vous avez des logiciels de caisse, de regarder s'ils sont bien en norme NF 525. Justement, on avait une petite question tout à l'heure sur qu'en est-il des factures aux particuliers? Ça rejoint un petit peu ta réponse sur ce Oui, sujet. exactement. Donc, si vous faites des factures aux particuliers via un logiciel de caisse, je parle bien du logiciel de caisse, ben, vous serez obligé d'avoir un logiciel NF525 qui va en fait permettre de pouvoir récupérer en fait des données donc de façon dématérialisée directement sur le logiciel. Après, je pense que si vous n'avez pas de logiciel de facturation, ce qui serait un petit peu plus compliqué, là, vous êtes obligé de passer par un partenaire pour pouvoir vous faire certifier les factures. Par exemple, là, la personne avait un genre de talon. Attends, je reprends la question exacte. Euh, ils utilisent un carnet de factures à souche, par Mhm. exemple. Donc Ah là, ouais, il faudra passer à une dématérialisation. c'est ça. Euh, Normalement, vous devez passer par un partenaire qui permet de remplacer le carnet à souche par une vraie facture, on va dire ça. Alors, il mhm. y en a qui existent, où vous ressaisissez en fait la facture directement sur le portail, un peu comme ce qu'on appelait ce que vous faisiez avec Chorus des fois, puisque vous avez aussi un portail où vous pouvez ressaisir les factures. Mais de la même façon, il faudra trouver un partenaire qui permette de le faire. Il y a des partenaires qui prennent votre PDF et qui permettent de recréer le fichier. Ça, à la rigueur, ça va, puisque vous avez déjà un PDF. Mais si vous avez un carnet à souche, il va falloir passer par un partenaire qui permette de saisir cette facture quelque part. Peut-être votre expert comptable, peut-être le logiciel de comptabilité peut peut-être le faire, et de passer après et de dématérialiser la facture. Merci pour cette réponse éclairante. Et maintenant, Et, je passe à la question. si je peux compléter, Oui, merci. si je peux Oui. compléter sur le périmètre de la réforme de la facturation électronique, il y a trois volets. On parle de facturation électronique entre deux entreprises assujetties à la TVA, donc le B2B. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il a présenté M. Stevez, c'est-à-dire que voilà, c'est une facture structurée avec une centaine de données, que je rappelle que l'administration fiscale récupérera une trentaine de données sur les centaines qui peuvent exister sur une facture, qui sont obligatoires. Ensuite, vous avez le B2C. Donc là, on parle plutôt du e-reporting, mais ce qu'il faut savoir, c'est pour être dans le cadre de la réforme, chaque entreprise devra choisir une plateforme agréée pour voilà, transmettre ces données à l'administration. Et pour ce faire, vous avez, voilà, je vous dirai à la fin, mais vous pouvez soit dans votre situation, vous êtes déjà accompagné par un éditeur, c'est possible, soit par l'expert comptable, par contre par la personne qui est au cahier de souche. Donc effectivement, il va falloir qu'elle choisisse une plateforme agréée pour transmettre ces données de transaction. Donc c'est des données de transaction, c'est pas forcément une facture qu'elle doit saisir selon une périodicité, soit mensuelle ou bimensuelle, c'est selon son régime d'imposition. Et pour pouvoir les transmettre et respecter cette obligation de facturation de la réforme, de facturation électronique. Il faut savoir pour les petits micros, l'émission, c'est pas le 1er septembre 2026, c'est le 1er septembre 2027 pour la transmission des données pour les petits, les TPE-PME. En revanche, quelqu'un qui va être capable de recevoir, donc ça veut dire tout le monde au 1er septembre 2026, donc je pense qu'il serait intéressant de déjà commencer à se renseigner pour l'émission et faire les deux choses en même temps. Je pense que c'est quand même bénéfique et notamment pour éviter en fait les pertes des cahiers de souche ou comme je disais moi au comptable souvent c'est la fin, on va dire, de la boîte aux chaussures à la fin, quand on veut peut-être saisir toutes les factures à son comptable. Donc ça, c'est vraiment important.
L'idée aujourd'hui, c'est déjà se poser quelques questions, voir votre mode de gestion, votre activité. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez déjà un éditeur ou pas dans le cadre de votre entreprise? Donc ça, c'est important. Si oui, bon voilà, rapprochez-vous de cet éditeur pour voir dans quel cadre vous devez modifier des choses ou pas. Peut-être vous êtes, voilà, c'est une discussion à avoir avec lui. En revanche, si vous n'avez pas d'éditeur, vous n'avez pas de logiciel voilà, de facturation ou un CRM, un ERP. Là, il va falloir, si vous avez un comptable, rapprochez-vous de votre comptable pour pouvoir déjà échanger avec lui pour, selon vos besoins, selon le nombre de factures. Donc, voilà. Donc ça, c'est des échanges à avoir dès aujourd'hui avec votre comptable ou votre éditeur pour pouvoir se préparer à l'échéance du 1er septembre 2026. Par rapport, j'avais vu passer une question pour les entreprises hors Union européenne. Donc là, vous êtes aussi, donc, du moment où vous facturez une entreprise hors Union européenne, vous êtes dans le cadre de la réforme, où vous êtes comme le B2C, c'est-à-dire que vous serez dans B2B international. Donc là, vous allez aussi transmettre des données à l'administration. Ce n'est pas forcément une facture, mais vous allez saisir les données de la facture. De façon mensuelle, selon le régime, je prends le régime réel normal de TVA. Là, c'est tous les 10 jours, vous allez devoir saisir des données de transactions. Et là, les transmettre à l'administration. Donc, c'est pas vraiment une facture, mais il y a 3 volets. Donc, il faut savoir que vous avez, en complément des 2 volets que je viens d'évoquer, facturation électronique et transaction des données, vous avez aussi pour ceux qui sont à la prestation de services. Donc, s'ils n'ont pas opté pour les débits, ils ont aussi une obligation de transmission des données de paiement. Ça, c'est important aussi à le préciser. Et donc, c'est soit au moment du paiement ou paiement de la compte. Donc, vous avez cette obligation de transmettre les données de paiement à l'administration. De façon où voilà, le calendrier, on pourra le faire partager, on pourra le transmettre. Oui. Je l'enverrai, Madame Morel. Vous avez, selon le régime d'imposition, selon vos obligations fiscales, vous avez un calendrier à respecter. Merci beaucoup. Et il nous reste 2 petites questions de culture générale pour défricher le domaine de la facturation électronique. Et dans un instant après ces 2 dernières questions, on va éplucher la conversation et essayer de répondre à l'ensemble des problématiques qui ont été soulevées par les parties. Alors la question suivante, c'est quel peut être l'intérêt justement d'arrêter la boîte à chaussures et d'adopter un outil de gestion de la relation client dans le cadre de la facturation électronique? Donc la première réponse, c'est aucun. Seule la comptabilité est concernée. Uniquement stocker les factures ou alors exploiter les données clients pour piloter, développer l'activité, remplacer le logiciel de facturation. Donc, si vous n'utilisez pas encore de logiciel pour gérer les informations de vos clients, c'est assez facile comme question. Je laisse la main à Marie pour commenter la réponse. Oui, en effet, en fait, c'est assez évident. On en a parlé juste avant. On va avoir il faut traiter la facturation électronique, je pense, dans sa globalité d'un point de vue entreprise, puisque on va devoir choisir des outils. Il y en a qui sont déjà existants, à voir comment ceux-ci peuvent respecter les règles. Et l'intérêt d'avoir, je pense qu'Emmanuel est d'accord avec moi, l'intérêt d'avoir un CRM pour traiter ces bases de données et s'inscrire dans un environnement de travail au global, ça permettra derrière d'avoir des informations clients fiables, de pouvoir suivre plus précisément son chiffre d'affaires, d'avoir des indicateurs de performance. Et en fait, c'est l'occasion de traiter cette réforme de la facturation électronique comme un... En fait, il faut le voir comme un levier là où on va pouvoir améliorer son pilotage et le choix de ses outils, si on n'en a pas ou si on en a déjà, voir comment on peut intégrer ceux actuels avec des outils qui répondent aux obligations de la réforme. Voilà. Merci beaucoup. Et une dernière question pour vous faire réagir. Quels sont les formats d'échange utilisés pour la facturation électronique? Emmanuel les a cités tout à l'heure. Je pense que c'est pas trop... J'ai bien aidé tout à l'heure. Normalement, ça devait être facile. Alors, oui, c'est un sans faute.
Je te laisse. Oui, donc c'est bien les formats FactorX, UBL et C2I. Alors, comme l'a dit Marie, mais c'est vrai qu'on va pouvoir envoyer les factures sous ces différents formats. Et comme l'a dit Monsieur Jaoudi, on va surtout les réceptionner à partir du 1er septembre. Hein, on pourra les réceptionner sous ces différents formats. L'avantage de ces formats, c'est que quand vous avez un logiciel de gestion, vous allez pouvoir même faire, suivant le niveau en fait de fichiers qu'on va vous envoyer, faire du contrôle facture directement hein, pour toutes les entreprises un petit peu plus B2B, hein, pour pouvoir récupérer en fait et faire du contrôle facture automatique. Hein. Donc ça, c'est une option qu'on a aussi dans notre ERP, grâce au fait qu'on puisse maintenant récupérer électroniquement ces factures. Alors juste pour vous montrer, donc j'ai montré avant un format FactureX. Hein. Donc FactureX, c'est le format où il y a le PDF et puis le XML qui est intégré. Vous allez aussi avoir la capacité ici d'avoir un format UBL, hein, donc UBL, hein, je vais vous en montrer un ici. Hein. Donc c'est la même chose, hein, donc c'est aussi un XML hein, que vous allez pouvoir recevoir. Hein. Par contre, on n'a pas besoin d'avoir ici le PDF, hein, donc c'est juste des données qui sont envoyées sous format électronique, hein, donc un fichier. Donc il y a certaines sociétés qui envoient que du format UBL à la PA, donc la plateforme agréée. Hein. Et après, ils peuvent reconstituer, eux, le PDF par rapport aux enregistrements qui ont été envoyés pour que vous puissiez avoir un PDF. Et le FactureX, hein, juste pour vous dire, c'est du PDF plus du C2I intégré. Hein. Voilà, c'est exactement ça. On en a parlé juste avant, hein, donc avec Monsieur Guillon. Il y a une norme européenne, hein, donc on pourra à un moment donné s'échanger des factures entre plateformes agréées, hein, on va dire. Hein. Donc ceux-là, ils sont au format PayPal, hein, donc c'est l'organisme hein, qui va gérer ce format. Hein. Ce format, donc actuellement, on peut l'utiliser hein, puisque il y a déjà certains pays qui sont passés en facturation électronique. Hein. Donc la Belgique, je crois, au 1er janvier. Hein. Donc il y avait l'Italie, la Pologne aussi, hein, qui est en cours ou qui est passé, je ne sais plus. Bon, en tout cas, ils sont tous connectés normalement aussi à ce réseau-là. Alors après, est-ce que la France est déjà connectée? Ça, on verra quand on passera. Mais en tout cas, on pourra donc s'échanger aussi normalement des factures sur le format donc UBL, hein, puisque c'est celui-là qui est utilisé. Hein. Je voulais juste rebondir sur donc ce qu'a dit M. Jaoudi, c'est que oui, le format qu'on envoie, c'est ce qu'on appelle un e-invoicing, hein, donc c'est l'e-invoicing, donc c'est bien ce format-là hein, qui va être mis dans les factures. Il y a aussi le e-reporting, hein, donc le e-reporting, c'est plutôt en fait une saisie globale hein, que l'on va pouvoir faire sur les paiements par exemple, hein, qui ont été faits sur les factures. Et il faut savoir que le e-reporting doit être généré par l'émetteur de la facture. Ça veut dire que si c'est vous qui émettez la facture et que vous avez reçu le paiement, donc c'est à vous d'émettre en fait le format e-reporting pour dire à l'État que la facture elle a été payée et que la TVA aussi a été payée. Voilà. Donc ça après, comme a dit M. Jaoudi, en fait ce sera peut-être vos experts comptables hein, qui pourront le faire ou bien votre logiciel de comptabilité, hein, puisque normalement c'est celui-là qui s'en occupe. Du coup, ça répond bien à la question comment devront être traitées les factures ou tickets de caisse pour les clients particuliers. C'est ce que tu viens d'expliquer. Ce sera du e-reporting. En fait, sur la NF 525, hein, donc nous, on va émettre des écritures hein, pour la comptabilité. Et en fait, ces écritures-là vont être envoyées au logiciel comptable qui, lui, va faire la déclaration en fait, au niveau de la plateforme agréée via un e-reporting. Hein. D'accord? Dans le e-reporting, il y a plusieurs choses. Hein. Donc, il y a cette déclaration des factures de caisse, mais il y a aussi en fait les paiements hein, de ces factures, des factures B2B, hein, qui sont aussi faites par le e-reporting. Merci. Et tout de suite, on va répondre à une des questions les plus posées. Et je pense que M. Jaoudi va pouvoir rappeler. On nous demande comment savoir si la plateforme qu'on a sélectionnée est bien les factures déposées. Voilà. Est-ce que c'est une bonne plateforme? Comment sait-on que l'on utilise une plateforme conforme? Oui, effectivement. La DGFiP a créé 2 repères visuels hein, pour pouvoir choisir sa plateforme ou
sa solution compatible. On va dire que la solution compatible, c'est un intermédiaire qui est pas obligatoire dans le cadre de la réforme, mais qui est peut-être déjà existant au sein de l'entreprise qui l'utilise déjà. Donc, Renseigne, comme je disais tout à l'heure, c'est un éditeur de logiciels comptable, métier, facturation, qui peut répondre aussi, donc qui sont aussi intéressés à la réforme, qui sont aussi compatibles dans le cadre de la réforme pour pouvoir, mais par contre, ils doivent être aussi connectés à une plateforme agréée. Donc, ça, c'est un intermédiaire qui peut exister dans le cadre de vos activités. En revanche, pour les plateformes agréées, la DGFiP a créé 2 repères. Donc, si vous voyez 2 repères, donc vous avez à gauche plateforme agréée, ça c'est une plateforme qui est connectée et qui a été agréée, qui a subi quand même un cahier des charges, des contrôles, un contrôle fiscal et autres, techniques, informatiques, de sécurité, et aussi les solutions compatibles. Donc ça, c'est 2 repères qui peuvent vous aider dans le choix d'une plateforme ou d'une solution compatible. Donc, les plateformes, il y en a une centaine qui ont été agréées définitivement par la DGFiP à ce jour. Vous retrouvez la liste sur impo.gouv. Je crois que c'est Soraya, elle a mis elle l'a mis lien. juste à l'instant. Voilà, vous avez tous les éléments sur impo.gouv pour pouvoir se renseigner déjà sur la réforme. Aussi, je vais peut-être partager mon écran pour expliquer, pour vous donner quelques informations. Alors, c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là. Est-ce que vous voyez comment aider les entreprises à s'orienter? Est-ce que c'est ça que vous voyez? Oui, exactement. Oui. Alors, déjà, comme je disais tout à l'heure, il faut se poser la question des questions. Suis-je déjà équipé d'un logiciel? Donc, si oui, où suis-je accompagné par un comptable? Donc là, naturellement, il faudrait aller voir soit son éditeur de logiciel, soit son comptable, pour déjà échanger avec lui sur les outils pour savoir comment vous pouvez arriver au 1er septembre 2026 dans le respect de la réforme, en tout cas de réception des factures, sauf pour les grandes entreprises et les ETI. Par exemple, pour une toute petite entreprise, par exemple, il y avait une personne qui avait 3 chambres d'hôtes et qui actuellement ne fait pas encore de facture, puisque elle n'a que des clients particuliers. Mais par contre, elle reçoit, là, comment elle pourrait s'y prendre? Donc, ça veut dire que la personne n'a pas de comptable, n'a pas d'éditeur. Voilà, oui. Là, déjà, la première question à se poser, est-ce que je suis soumise à la TVA? Normalement, ça dépend. Si je suis dans le cadre de la réforme, dans le cadre de champ d'application de la réforme, là, toutes les plateformes, ils ont l'obligation de proposer une offre gratuite de base, d'entrée de base, qui est gratuite. Donc là, savoir par rapport à cette dame-là, si elle fait juger du nombre de factures, à qui donc les factures, elle peut continuer en fait à faire la facture, si elle la faisait PDF, mais là c'est une obligation à elle, comme ses clients c'est des particuliers, donc elle a une obligation de transmission des données de transaction. Dans ce cadre-là, elle doit quand même choisir une plateforme pour pouvoir, on va dire, envoyer ces données de transaction, de globaliser. C'est pas forcément chaque transaction qui va être donnée, mais pour un mois donné, on va dire, elle a eu 10 clients, elle va donner en fait le chiffre d'affaires, le montant de TVA qui a été facturé, et le TTC, avec la transmission que des données, il n'y a pas de facturation et invoicing, comme l'a dit M. Steves, c'est-à-dire que on n'est pas dans le cadre d'une facturation électronique en tant que telle, comme on l'a vu tout à l'heure sur les 3 formats, on est plutôt dans le e-reporting, donc c'est-à-dire la transmission de données à l'administration, tout simplement. Elle peut continuer à envoyer ses factures comme elle le fait habituellement, mais en revanche, elle a une obligation de transmettre les données de transaction. Ça, pour le faire, elle doit choisir une plateforme. Et oui, et est-ce qu'elle va devoir aussi recevoir les factures de ses fournisseurs, par exemple blanchisserie, ça dépend etc. Les fournisseurs, oui. Donc, de toute façon, si elle va choisir une plateforme pour pouvoir transmettre ses données de transaction, elle va pouvoir recevoir ses factures de ses fournisseurs. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que la DGFiP, l'État, a mis en place un annuaire. C'est un référentiel où on identifie, parce qu'en fait, la réforme qu'on ne l'a pas dit, ça va concerner 10 millions d'entreprises d'ici 2027. Et dans cet annuaire, toutes les entreprises concernées qui sont dans le cadre de la réforme sont référencées. Dans lequel on va retrouver la plateforme qui a été choisie par l'entreprise
est-ce que oui ou non elle a cette obligation-là elle est dans le cadre de la réforme. Donc, il est déjà opérationnel cet annuaire. Vous pouvez aller le consulter. Vous avez le lien sur impôt.gouv. Vous pouvez aller le consulter, voir avec vos fournisseurs habituels, est-ce que oui ou non ils sont dans le cadre bon, normalement, quand c'est un fournisseur, il est soumis à la TVA, normalement, il est dans le cadre de la réforme, dans le champ d'application de la réforme. Et ensuite, si vraiment, si on est entre deux personnes non assujetties, donc là, on garde les circuits classiques hors champ d'application de la réforme. En revanche, oui, si madame, elle reçoit des factures d'un assujetti qui est soumis à la réforme, effectivement, elle va falloir avoir cette obligation de réception pour pouvoir réceptionner sa facture. Oui, du coup, Après, il existe plusieurs après, offres qui sont gratuites en base, donc notamment, oui, ce oui, qui a oui. été Oui. cité, beaucoup de banques ou de logiciels de compta qui incluent cette option. Et puis, nous, on a fait une fiche pratique avec... donc, ça ne veut pas dire qu'on promeut ces plateformes plutôt que d'autres, mais il y en a certaines qui ont des offres d'initiation qui sont mises en avant. Et après, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'offre gratuite parce que même si c'est une obligation, peut-être que ça reste des entreprises privées et peut-être qu'ils ne mettent pas forcément en avant. Ils vont chercher à vous vendre peut-être plutôt la version payante que la version gratuite. Mais du coup, vous nous confirmez qu'il y a bien une obligation d'avoir une alternative gratuite. Oui, comme il y a eu un abandon du portail public qui a été annoncé il y a plusieurs années maintenant, il y a quelques années. Dans le cahier des charges, il y a aussi une obligation d'une offre gratuite d'entrée, mais après, tout dépend de la taille de l'activité des process de l'entreprise. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui fait 10 factures par an ou par mois, qui n'avait pas forcément une gestion assez poussée dans son comptabilité et de relations clients, là, une plateforme, une offre gratuite, voilà, c'est un choix de gestion. On va dire c'est à lui de juger de ses besoins et pour pouvoir assurer cette obligation de réception, il y a une offre gratuite qui existe sur le marché. En revanche, si voilà, on veut gagner en productivité, on peut s'interroger sur voilà, l'anticipation dans le cadre de la réforme, parce que la réforme, elle va peut-être aussi générer des gains de productivité. C'est-à-dire qu'avec la facture électronique, on va pouvoir déjà avoir un suivi plus fin de ces factures, horodatées, parce qu'aujourd'hui, il y a des factures qui se perdent. Il y a le fournisseur ou le client qui va vous dire j'ai pas reçu ma facture, moi je l'ai pas reçu, le PDF il s'est perdu, il était en spam ou par courrier, voilà, je l'ai pas reçu. Là, vous avez un horodatage, vous avez un suivi, si elle est acceptée ou rejetée par le client. Est-ce que elle a été acceptée? Est-ce qu'elle a été payée? À quelle date? Donc, vous avez quand même une visibilité assez poussée sur le cycle de vie de la facture. En dehors des questions de lutte contre la fraude. Donc, ça aussi, c'est un sujet aussi important. C'est aussi pour une concurrence loyale entre les acteurs économiques. Et donc là, c'est la question de chaque dirigeant qui doit se poser en se disant que est-ce que mes besoins, ils sont importants ou pas? Est-ce que, voilà, selon la taille, ça reste un choix qui reste propre à chaque entreprise. En revanche, nous, en tout cas, l'État a mis en place, depuis la semaine dernière, on a lancé la campagne de communication officielle le 25 février dernier, et même il y a peut-être 2 semaines maintenant, dans lequel vous verrez des spots qui vont passer. On a mis en ligne en fait un numéro de téléphone qui est accessible, c'est le 0806 807 807. Normalement, vous devez le communiquer après, je crois, on l'a mis dans la slide d'après. C'est un numéro gratuit qui est là pour répondre à chaque entreprise qui se pose des questions sur la réforme. Donc, on a quand même mobilisé beaucoup de personnes pour pouvoir vous accompagner dans la mise en place de cette réforme. Sur le site impôt.gouv, je vous invite à aller consulter en fait la page dédiée à la facturation électronique. Vous avez quand même pas mal de documentation explicative sur vos obligations, sur comment se préparer. Et pour rappeler, on avait mis aussi un outil d'autodiagnostic, ce que je disais tout à l'heure. En cas de question, vous saurez si oui ou non, voilà, vous êtes dans le champ d'application de la réforme. Merci beaucoup. Je repartage le numéro et je pense qu'on a énormément de questions, notamment une sur
Chorus Pro, on l'a eu plusieurs fois, Chorus, la plateforme Chorus, qui est donc une plateforme dédiée aux échanges avec les établissements publics. On nous demande, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, ça ne change pas. En tout cas, la Chorus Pro reste la plateforme agréée pour les collectivités, en tout cas pour les services de l'État et les collectivités locales. Donc, si quelqu'un, je prends un acteur privé qui choisit une plateforme, normalement, voilà, il y aura une interconnexion entre les plateformes et Chorus Pro a été choisi comme plateforme publique pour les acteurs, en tout cas publics, l'État et les collectivités et les établissements publics. Oui, si vous le permettez, j'ajouterai, puisque je suis responsable du pôle marché public au sein de la CCI de région Bourgogne-Franche-Comté, et que donc, effectivement, nous sommes déjà sur Chorus Pro depuis maintenant 4 ans, je crois, si ma mémoire ne fait pas défaut. Oui. Donc oui, effectivement, le dispositif est déjà en place, donc il n'y aura aucune évolution particulière. Donc les entreprises qui ont l'habitude de travailler, notamment avec les chambres de commerce dans le cas des marchés publics, en fait, n'auront aucun changement de statut ni de méthodologie. Je pourrais juste peut-être compléter aussi par rapport aux entreprises qui travaillent avec la grande distribution aussi, GSA, GSB. De la même façon, hein, il y avait déjà de l'EDI qui existait, hein, le Income 96. Hein. Pour l'instant, on fera aussi les deux. Hein. Ça veut dire qu'on enverra aussi sur ce réseau-là les factures. Et on a des questions sur ce qui est Europe et export et hors Europe. Donc on a la question, si je la déforme pas, qu'en est-il dans le futur pour les factures export hors communauté européenne, réception et émission? Alors, je vais, si vous le permettez, ça c'est mon domaine, donc je vais apporter les Oui, premiers je vous en éléments prie. de réponse, et puis Monsieur Jaoudi, pour la méthode, je vous laisserai effectivement compléter. Alors, concernant les factures en régime intracommunautaire, donc comme on l'a explicité, au plus tard en 2030, entre 2030 et 2035, de toute façon, toutes les entreprises de l'Union européenne seront interconnectées via un dispositif e-facturation qui sera compatible quel que soit l'État membre concerné. Pour ce qui concerne la facture export reste une facture qui sera déterminée par la réception dans l'État de destination. Donc, il n'y aura pas de changement fondamental concernant l'émission de la facture, parce qu'il n'a pas été. Nous sommes dans ce qu'on appelle une compétence fiscale rationnelle acquise, c'est-à-dire qu'il dépend du pays de destination en la matière, et qu'il n'est pas du tout certain que à l'horizon 2030 ou 2035, tous les États qui sont dans le monde aient mis en place un système de facturation électronique. Donc, en revanche, il y a effectivement cette question comment dirais-je, du e-reporting. Alors, le e-reporting a pour objectif de faire remonter auprès de l'administration fiscale les éléments qui existent relatifs justement aux transactions à l'international. Et je dirais que le e-reporting en matière d'opérations internationales, on le connaît déjà un petit peu parce que rappelez-vous que depuis 2024, nous avons les obligations concernant l'autoliquidation de la TVA à l'importation, qui est une forme de e-reporting, dans la mesure où effectivement, vous n'avez plus à remplir le champ 4B du formulaire CA3, puisque c'est l'administration fiscale qui le remplit concernant toutes les données de TVA liées à vos importations sur le territoire national. Voilà, j'arrête là. Et par contre, effectivement, Monsieur Jaoudi, moi j'ai une question. Est-ce qu'à ce stade, vous êtes en capacité de nous donner quelques éléments techniques justement sur cette notion de e-reporting? Alors que ce soit effectivement pour les opérations internationales, mais aussi pour les opérations relatives au B2C. Ok, alors, écoutez, je vais partager une slide qui détaille un peu les 3 volets du dispositif facturation électronique. Je vais essayer de la partager et je l'expliquerai en même temps. Alors, c'est celui-ci. Alors, pour l'international, comme vous l'avez dit, M. Guillon, donc c'est du e-reporting de transactions de données. Ça, c'est une obligation. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui va exporter. Donc, on parle d'exportation hein, ou livraison intracommunautaire. Hein, on parle des deux. Là, vous êtes dans l'obligation de transmettre les données donc de transactions à l'administration. Donc, selon un calendrier qu'on pourra évoquer selon le régime d'imposition. En revanche, comme l'a dit M. Guillon, à ce jour, dans le cadre de la réforme en France, les importations ne seront pas concernées. Donc, si vous importez ou
on va dire, les acquisitions intracommunautaires, si elles sont pas soumises, voilà, si elles sont pas soumises à la TVA. Mais bon, là, on va dire, c'est ce que vous devez retenir, c'est quand vous êtes à l'international, si vous faites de la livraison intracommunautaire ou de l'exportation, vous avez cette obligation de transmission des données à l'administration. C'est une saisie de données globalisée, hein, c'est pas facture par facture, dans laquelle vous allez saisir le montant hors taxe, la TVA, mais bon, normalement, les livraisons, voilà, elle est exonérée, et ensuite le TTC. Hein. Donc, c'est des éléments qui sont demandés dans le cadre de la réforme. Pour les B2C, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que avec un particulier, vous continuez la facturation, ça ne change pas si vous facturez voilà, avec un logiciel de caisse ou vous avez un carnet à souche, pardon, vous faites toujours la même chose. En revanche, vous avez une obligation de transmission des données de transaction à peu près comme pour l'international, c'est-à-dire que chaque mois ou tous les 2 mois, vous allez saisir les données globalisées. Voilà, normalement, ça devrait se faire si vous avez un logiciel de caisse automatiquement, hein, ou au comptable. Et ensuite, vous transmettez les données globalisées à l'administration, selon un calendrier défini par la loi. Voilà ce que je peux dire sur les deux. On va dire, l'idée, c'est d'avoir une vision globale de l'activité en France pour pouvoir en fait aussi anticiper, pour avoir une image un peu plus contemporaine de l'activité économique, pour pouvoir ajuster les politiques publiques. C'est ça l'idée en fait. Et à terme aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, l'idée c'est aussi dans le cadre de la simplification, d'ici quelques années, après la mise en œuvre de la réforme, l'administration fiscale pourra vous proposer des déclarations de TVA pré-remplies, hein, pour pouvoir faciliter en fait avec toutes les données qui vont être transmises, on va être capable de vous proposer des déclarations pré-remplies d'ici quelques années, donc d'ici avant 2030 toutefois, pour vous simplifier vos démarches. Alors, si vous me permettez, j'aurais une question complémentaire justement par rapport à ça. Est-ce que vous pensez Oui. que à terme, les obligations concernant les déclarations relatives à la TVA intracommunautaire qui sont à remplir tous les mois dès lors que l'entreprise exportatrices sont présentes, verront tout à fait ce que je veux dire, dès lors que l'entreprise a une activité justement de livraison dans l'espace intracommunautaire, est-ce que vous pensez qu'à terme, justement, dans le cadre de ce reporting, ces déclarations qui actuellement sont faites en ligne, mais par le redevable, est-ce que vous pensez qu'elles seront aussi comment dirais-je, complétées? Oui. Ça, je n'ai pas de visibilité à ce stade. C'est vrai que c'est un sujet, mais normalement, si on a les données de transaction, mais bon, je pense que les données de transaction, tout dépend à quel moment l'obligation de transmission de ces données va être voilà, selon le régime d'imposition. Mais normalement, si vous êtes au réel mensuel ou trimestriel, vous avez le réel simplifié, c'est une déclaration par an avec 2 acomptes. Donc là, tout dépend en fait de l'ajustement aussi, je pense, réglementaire. Hein. À ce stade, j'ai pas de visibilité, j'ai pas de réponse je peux pas répondre à votre question. En revanche, oui, ça peut être une question à se poser au moment où la mise en œuvre de la déclaration pré-remplie se posera. Très bien. C'est possible, mais j'ai pas d'élément de réponse pour votre question. Très bien, merci. Merci à vous deux. Je dois me faire malheureusement un peu le maître du temps et partager le contact pour tous les cas particuliers parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de questions. Peut-être juste une dernière question aussi à laquelle on pourra répondre avant de laisser nos interlocuteurs. Je pense qu'il y a quelque chose peut-être à clarifier. On est bien d'accord qu'il y a il y a besoin d'avoir une seule plateforme pour tout faire. Normalement, on n'a pas besoin d'une plateforme pour émettre les factures, une autre pour les recevoir et une autre pour et redéclarer ce qu'on a fait sur Chorus Pro dans la plateforme. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait reclarifier un petit peu le fonctionnement parce que même pour moi qui ai beaucoup vu cette question, ben, parfois ça peut me paraître pas forcément clair que c'est un seul logiciel qui permet
de tout gérer, comment ça fonctionne. Et si on a déjà saisi sur Chorus, par exemple, dans ce cadre-là, est-ce qu'il faut ressaisir sur sa plateforme agréée? C'était les deux grosses questions qui restaient et peut-être ce qui mériterait un petit éclairage. Et en parallèle, je partage les contacts sur le numérique, sur les questions d'utilisation des outils de base. Vous pouvez vous rapprocher de vos CCI aussi pour comprendre ce qu'est un logiciel. Pour toutes ces bases aussi, il y a des conseillers numériques et en cas de questions sur la facturation électronique en particulier, ils vous enverront aussi vers le correspondant facturation électronique. Alors, je vais peut-être répondre, hein, par rapport à la plateforme agréée, on va dire ça dépend. Il y a des plateformes qui font tout, donc qui peuvent faire l'émission, la réception et puis aussi l'envoi vers Chorus. Et après, ça dépend de vous aussi. Ça veut dire qu'on a déjà, je vois chez nos clients, on a déjà des clients qui ont déjà un partenaire pour intégrer des factures fournisseurs, qui avaient un autre partenaire pour envoyer chez Chorus, qui les deux se sont positionnés en tant que plateforme agréée. Et des fois, ben, ils ont gardé deux plateformes hein, pour pouvoir faire la réception et l'émission. Donc, on va dire que le plus simple, c'est d'en avoir une, mais il faut savoir aussi que toutes les interactions avec les plateformes ont été uniformisées, hein. Ça veut dire que quand un éditeur envoie les factures vers une plateforme agréée, que ce soit une plateforme X, Y ou Z, ben en fait, lui, ben il va être capable de l'envoyer vers n'importe quelle plateforme. Et ça, il faut le savoir. Donc, finalement, la décision, elle va rester au client. C'est lui qui va choisir. Et après, comme on l'a dit, toutes les plateformes sont obligées de donner un portail, on va dire, gratuit, hein, qui permet de saisir au moins les factures. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez pouvoir les transférer par API, hein. Ça veut dire que ça, normalement, ils le font quand même payer. Donc après, c'est à vous de choisir quelle plateforme vous allez utiliser pour pouvoir en fait envoyer et réceptionner vos factures. Et ça dépendra peut-être du prix aussi, hein. Merci beaucoup. Alors, si je peux compléter, mais sur le volet juridique, en fait, les plateformes, dans le cahier des charges, ils ont quatre obligations. Ils ont l'obligation d'émettre, transmettre et réceptionner les factures, hein, ça c'est une obligation. Donc, une plateforme, elle va être capable de faire les trois choses. Extraire les données aussi, c'est l'obligation de facturation et de transaction de données, voilà, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et aussi réceptionner. Les réceptionner ces données-là pour pouvoir les transmettre à l'administration. Troisième obligation, c'est gérer et transmettre le cycle de vie de la facture, ce que je disais tout à l'heure, le redatage de la facture, c'est une obligation également. Et une dernière obligation qui a été imposée aux plateformes, c'est mettre à jour l'annuaire des entreprises. Donc, en fait, ça va fonctionner comme un opérateur téléphonique, c'est-à-dire que c'est la plateforme qui va qui va aller sur l'annuaire pour se désigner. En fait, je prends un exemple concret. Moi, je suis une entreprise A, je choisis une plateforme. C'est à la plateforme de m'inscrire sur l'annuaire. Donc, c'est pas à vous de vous inscrire, c'est plutôt la plateforme qui doit vous inscrire selon un mandat qui doit être signé et qui doit être transmis à l'administration. Voilà, pour sécuriser un peu le process du choix des plateformes agréées. Voilà, sachez que les plateformes ont quatre obligations et oui, vous pouvez choisir une ou plusieurs selon votre mode de gestion, mais normalement, une elle doit être capable de faire les deux, donc l'émission et la réception. Quel est le paramètre fondamental pour l'identification de l'entreprise? C'est quoi? Ça va être le SIRET, c'est ça? C'est le SIREN. SIRET, d'accord. Donc, ça sera vraiment l'élément à bien connaître, surtout à la connaître, pas d'erreur, de façon à ce que justement, à travers la plateforme, l'éditeur de la facture la plateforme puisse trouver en fait le client, le bon client en fait de l'éditeur. D'accord, très bien. Merci. Pour conclure il reste beaucoup de questions. Je repartage le numéro de téléphone gratuit pour toute question individuelle. Et rapprochez-vous de votre CCI, de votre comptable, de votre prestataire informatique actuel. C'est important il est encore temps de faire le bilan, de tout poser à plat et d'y aller calmement parce que ça va se faire et, et vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Donc, n'ayez aucune crainte sur cette réforme. C'était aussi notre message aujourd'hui à travers ce webinaire qui était très complet, qui a beaucoup débordé. On remercie les participants et surtout les animateurs pour leur patience.
Vous avez bien pris le temps de regarder les cas particuliers. Et je vous invite, voilà, Robert, si tu veux donner le mot de la fin peut-être pour inviter les gens à aller voir les agendas des CCI. Il me semble qu'il y a, comme tu l'as dit au début, il y a un programme national. Oui, il y a un programme national, effectivement. Donc, toute cette année, donc 2026, et probablement l'année aussi, l'année prochaine, nous aurons des réunions de sensibilisation qui seront évidemment toujours plus précises au fur et à mesure que on aura une vision toujours plus claire sur la réforme. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour les questions, aussi bien pour les questions techniques, c'est-à-dire les questions qui sont liées à, comment dirais-je, à la problématique du choix de la, comment dirais-je, de la plateforme. Et puis, au-delà de ça, la liaison plateforme, chaîne de, comment dirais-je, logiciel de facturation, etc., etc., etc. Je dirais simplement, pour les toutes petites entreprises, regardez les offres qui sont gratuites, notamment rapprochez-vous de vos banques. Je ne veux pas faire de la pub pour une banque, mais j'en connais une, effectivement, qui fait une offre qui est très intéressante. On en Il y parle en tout le a temps à la plusieurs, radio. oui. Il y en a plusieurs, mais il y en a une en particulier qui est très Mm. bien. Si vous écoutez un petit peu la radio, vous inquiétez pas, ils sont immanquables. Donc, d'abord, effectivement, rapprochez-vous de vos banques. Pour les entreprises qui ont un expert comptable, l'ordre d'expert comptable a dit que de toute façon, ils mettaient en place une solution gratuite pour leurs clients. Donc, Force Comptable va certainement vous proposer quelque chose. Et pour les autres, regardez aussi effectivement votre fournisseur de, comment dirais-je, de logiciel de facturation. Il est fort probable qu'il vous propose effectivement une brique supplémentaire à ajouter de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de bouleverser vos habitudes et vos pratiques. Et puis pour le reste, pour les questions purement juridiques, ben, juridiques et fiscales, revenez vers nous et on essaiera de vous accompagner parce qu'on commence à avoir quand même une assez bonne connaissance du dispositif. Voilà. Je vous ai mis, pour ceux qui sont du 90, notre programme local et on aura la chance de recevoir également le 8 juin. Nos experts qui sont en ligne avec nous aujourd'hui seront présents également pour les rencontrer, pour poser les questions techniques, pour discuter. Bah, je laisse le mot de la fin aussi à Monsieur Jaoudi, puisque ça s'inscrit dans notre partenariat, ces deux événements locaux qui seront animés également par la DDFIP. Bah, merci à vous, Madame Morel, merci à tous les intervenants pour ces échanges assez riches hein, et merci aux participants. Donc oui, on vous invite au niveau local, au niveau du territoire de Belfort, à 2 réunions d'information en présentiel. Le 29 avril pour un petit déjeuner de 8h30 à 10h. Donc on aura la chance d'avoir avec nous la référente départementale facturation électronique, Madame Boone, hein, qui sera avec moi. On aura aussi la présence de la directrice départementale et aussi M. Albizati, le président de la CCI, qui seront présents ce jour-là. Et le 8 juin, normalement, on a aussi une matinée qui est prévue de 8h30 à 11h. Donc, je remercie la CCI pour leur action assez active et, pour pouvoir accompagner les commerçants, pour pouvoir accompagner les entreprises et le monde économique. Donc, effectivement, on a pris voilà, le contact de la CCI pour pouvoir voilà, vous accompagner également au niveau juridique réglementaire pour qu'on laisse personne de côté à cette première échéance du 1er septembre 2026. Voilà. Le numéro de téléphone a été communiqué. N'hésitez pas à contacter l'assistance hein, qu'on a mis en place. Hein. Donc c'est vraiment important. Vous pouvez aussi, depuis votre espace impôt.gouv, on a créé un formulaire dédié. Hein, vous avez facturation électronique. Si vous avez des questions sur votre situation personnelle, vous pouvez contacter nos services pour pouvoir vous apporter une réponse. On pourra vous apporter une réponse selon vous, par rapport à votre situation. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, merci pour vos échanges à tous et à bientôt pour le mois d'avril.